autour de questions sans intérêt et d'arguments absurdes, et vient pas sur les vrais sujets. Et le vrai sujet, aujourd'hui, en France en général et à Paris en particulier, c'est est-ce qu'on a envie de devenir un sympathique pays un peu provincial, où on peut vivre de ce qui reste de nos rentes, je ne parle pas de rente individuelle, je parle de rente collective, ou est-ce qu'on a envie d'être encore quelque chose, d'exister, de créer, d'avoir une place sur la scène internationale, bref, de se donner les moyens tout simplement d'avoir un avenir, et en ayant un avenir d'ailleurs d'être fidèle à notre passé et à notre vocation, puisque la France a été une puissance, et moi je suis convaincue qu'elle a vocation à le rester. Je dis ça avec une certaine gravité, et en ayant en tête aussi ce qui est en train de se passer à Paris, dans la campagne de Paris. Paris, c'est une ville qui a tout, qui a toutes les dimensions. C'est une capitale politique, culturelle, économique, industrielle, commerciale. Et c'est ça sa vocation. C'est assez unique. Quand vous y réfléchissez, vous avez des villes qui sont capitales de la création, comme à Berlin, qui n'est absolument pas une capitale économique. Ou capitale culturelle, comme à Rome, mais la capitale commerciale, elle est à Milan. Il n'y a pas beaucoup de villes, et d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de pays finalement, qui aspirent à l'excellence en tout. Au niveau des villes, vous trouvez Londres, peut-être un peu New York, qui n'est pas une capitale, mais malgré tout, comme il y a les Nations Unies, il y a beaucoup d'activités diplomatiques. En tout cas, à Paris, c'est dans notre ADN. Ça veut dire que si on perd une part de ça, si on renonce à une part de nous-mêmes, en fait, on perd tout. On n'est plus, voilà, on n'est plus dans la vocation de ce qu'on a été. Et on est en train de perdre, je le crois vraiment, l'idée qu'on ait une place qu'on peut réussir économiquement. On le perd, alors c'est l'impressionnisme, ça se passe par petites touches. On le voit d'année en année dans les classements des investissements internationaux, l'attractivité. C'est des petites touches, parce que vous trouvez toujours un classement qui dit le contraire de ce que disent les autres. Mais enfin, sur les critères objectifs, ça se sent bien. On le voit beaucoup plus grave sur le désir de départ qui existe dans toute une génération. Aujourd'hui, il y a une génération qui a envie de faire ses études à l'étranger, ce qui est assez légitime, mais qui de plus en plus souvent cherche à s'y implanter et à y rester. Vous avez des jeunes nombreux qui partent, non pas pour des raisons fiscales, mais ils partent parce qu'ils préfèrent créer leur entreprise à Londres, et les investisseurs d'ailleurs qu'ils ont trouvés préfèrent qu'ils créent leur entreprise à Londres avec eux. Quand ils sont dans la création, ils ont le sentiment que c'est à Berlin que ça bouge, que c'est à Berlin que c'est possible, que c'est à Berlin qu'il se passe des choses, et même si c'est pour sortir, ils préfèrent aller à Tel Aviv. Donc, on a une génération qui exprime ça dans ses désirs, ce qui est vertigineux quand on y réfléchit, parce qu'en France, d'où qu'on vive, on monte à Paris. Voilà, c'est ça l'histoire de Paris, ça attire pour toutes sortes de raisons, et d'où qu'on soit en France, on monte à Paris. Et Paris a été, à travers l'histoire, une terre d'émigration, pas une terre d'émigration. On vient à Paris, on rêve de venir à Paris, on rêve pas de quitter Paris. Alors je ne vous dis pas que c'est un mouvement de masse, hein. Mais oui, moi ça m'inquiète quand je vois au fur et à mesure des marronniers, des hebdos, que finalement, parmi les plus anciens, on trouve que partir pour la province et pourquoi pas, et la qualité de vie, et surtout parmi les plus jeunes, on se dit que c'est pas là qu'est l'avenir. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut inverser, et qu'on peut inverser très vite. C'est la bonne nouvelle de l'affaire, c'est comme on est dans un monde qui bouge très vite, entre la mondialisation et le numérique, tout ce qui fait que la modernité, en fait, est une accélération. Alors, on accélère dans la chute et dans le décrochage, mais on accélère aussi dans le raccrochage et même dans le rebond, en fait. Ça commence, pour moi, par un choix collectif qui doit venir s'incarner dans des personnes et dans un discours. Je m'explique. Les capitales du monde se livrent une concurrence absolument effrénée en ce moment. Il y a des... Quand vous creusez un peu, dans certains pays européens, vous avez des services qui sont conçus pour attirer qui les entreprises, qui les touristes, mais pour les attirer en allant les chercher sur notre dos. Hein. Je veux dire, c'est construit de manière très très concurrentielle. Ils voient la chose de manière très concurrentielle. Ils ont raison d'une certaine manière, parce que c'est la réalité. Et donc, on doit prendre la mesure de ça et à notre tour rentrer dans ce jeu-là. Si les capitales du monde se font la concurrence,
il faut que nous, on mette en place nos outils pour faire la concurrence. Aujourd'hui, on l'a fait même pas en termes d'image. Vous prenez le maire de Londres. Bon, moi j'aime bien le maire de Londres. Il est sympa, enfin il est un peu... il a son côté excentrique. Un petit peu quelque chose d'ailleurs de poussé là-dessus, parce que finalement ça devient un argument, mais c'est un type intéressant. Londres n'est pas une ville qui a moins de problèmes que Paris. À Londres, le taux de chômage des jeunes est supérieur à celui de Paris. Le logement est 2 fois plus cher qu'à Paris, c'est impossible de se loger à Londres. Et les problèmes de circulation n'ont en aucune manière été résolus par la congestion charge. Donc Londres est une ville qui a ses problèmes, elle a ses qualités. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est nul, je ne sais pas la publicité comparative encore que, mais elle a ses problèmes. Il faut rajouter le climat à tout ça, pas forcément l'endroit où vous avez rêvé toute votre vie d'aller. N'empêche que le maire de Londres, il fait le tour du monde avec des entrepreneurs, en faisant la couverture des journaux et en passant un seul message: Londres, c'est la ville où vous pouvez réussir. Et ça marche. Ben oui, ça marche, parce que entre son côté excentrique, il vend ça, voilà, avec sa personnalité, c'est un message qui passe. Londres a bien des soucis, mais aujourd'hui, Londres est en train de développer une image. Il faut dire qu'il a été aidé aussi par les Jeux Olympiques, mais voilà, étoiles, etc., il les a eu aussi parce qu'on a fait bien des bêtises, on pourra y revenir si ça vous intéresse. Londres, en tout cas, aujourd'hui, a l'image dans le monde d'une ville où on va, quand on veut, réussir. Et le maire de Londres a en quelque sorte, sa part là-dedans. C'est quelque chose qu'on n'a absolument pas fait à Paris. Le maire de Paris, qui a fait d'autres choses, n'a pas choisi, en aucune manière, d'associer son image à la réussite économique. Et dans un monde de communication, ça fait la différence. Il n'emmène pas à l'étranger des entreprises. Paris n'est pas la vitrine de ces entreprises. C'est ce que tu ferais? Le message, ouais, bien sûr. Le message qui ferait. Mais ça se fait très facilement. C'est presque le truc le plus facile à faire. Moi, je pense qu'il faut profiter d'une élection et du temps de grâce qui suit l'élection pour imposer un discours, imposer une nouvelle image. Au moment de l'élection, tout le monde vous demande, en fait, puis ça intéresse en plus les médias du monde, parce que 2 femmes et tout, ça les passionne, vraiment ils mettent ça, ils vous font des articles sur votre style, votre machin, votre pilule, il faut en profiter. Il faut en profiter juste après l'élection, pas maintenant, enfin pendant l'élection, mais juste dans la foulée, pour dire, Paris a changé. Aujourd'hui, la ville pour réussir, c'est Paris, et il faut l'appuyer sur un certain nombre de mesures symboliques, plus que symboliques, mais de mesures fortes, de mesures qu'on entend. C'est pour ça que moi j'insiste tellement sur le travail le dimanche. D'abord, c'est pas législatif, hein. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes il y a une problème de loi nationale, à mon avis, à modifier sur le travail le dimanche. Mais à Paris, ça se fait sur simple signature du maire. Création de ce qu'on appelle les zones touristiques ou création de zones puces, c'est sur simple décision du maire. Et les dossiers sont prêts. C'est-à-dire que très vite après une élection, on peut redécouper les zones dans lesquelles l'ouverture dimanche est possible. Et donc, dans la foulée de l'élection, il faut faire une tournée en expliquant ce qui a changé, et autour du thème, maintenant Paris est ouvert. Vous êtes venus, c'était fermé, aujourd'hui c'est ouvert. Ça a l'air de rien, je ne vous dis pas que ça résout tous les problèmes, je vous dis que le message qu'on passe sur sa ville, il est pour une part importante dans la réussite. Un mot sur l'ouverture le dimanche qui a fait la chronique la semaine dernière. Je me suis battue à la télé contre le type qui faisait fermer Sephora, c'est terrifiant. Ah non, mais ils sont fous. Alors, attends, pas, il est haï par tous les salariés maintenant. Donc, tu n'es pas. Voilà, la solitude, c'est fini, tu as tous les salariés qui vont bosser avec toi. Bon, moi, j'ai lancé la question du travail du dimanche. Elle a été assez présente dans la primaire UMP, la question du travail du dimanche. On a pas mal débattu. Et moi, j'ai pris des positions assez fermes à ce moment-là. Et il y a 15 jours, j'ai voulu faire un déplacement à Bercy Village, dans le 12e, sur la question du travail le dimanche. Bercy Village, c'est vraiment l'exemple du truc absurde. Depuis 2 ans, ils ont normalement la promesse du maire de Paris d'ouvrir le dimanche. Il y a des boutiques qui se sont installées à Bercy Village sur le foie de cette promesse. Il n'y a absolument aucun problème de voisinage. Il y a des restaurants qui, naturellement, eux, ont le droit d'ouvrir le dimanche, et vous avez des restaurants ouverts entre des boutiques fermées. Les boutiques sont beaucoup des boutiques de loisirs qui correspondent bien, en plus, au profil de ce qu'on attend pour l'ouverture le dimanche. Et quand j'y suis allée à Bercy Village, j'ai rencontré 3 entrepreneurs, 3 chefs d'entreprise. Vous aviez le patron, faut pas sortir leur nom s'il y en a un qui est dans l'illégalité. Vous aviez le patron de Board Riders. Board Riders, c'est une petite société, aujourd'hui 13 salariés. À l'époque où ils pouvaient ouvrir le dimanche, ils étaient 18. Pourquoi ? 25% de chiffre d'affaires de différence. Board Riders, c'est du skate.
Les jeunes, ils allaient faire leur skate, et après, il y avait un café à l'intérieur. Elle est faite comme ça, cette entreprise. Il y a un café à l'intérieur, les gens viennent prendre un café, il y a un grand écran, on projette des images de skate. C'est un mélange de culturel et de café, avec évidemment de la consommation, et les gens en profitent pour acheter leur skate. Bon, 5 emplois en moins, passé de 18 à 13, et il dit que son équilibre économique n'est pas assuré dans ces conditions-là. Vous aviez une boutique de loisirs créatifs qui, elle, ouvrait de manière illégale, avec des salariés évidemment qui étaient tous volontaires et qui étaient tous à fond, mais qui s'inquiètent parce que avec la multiplication des procédures qui tombent en ce moment, et s'il se retrouve sous astreinte, évidemment, il sera obligé de fermer. Et puis vous aviez la FNAC, qui ce jour-là, exceptionnellement, était ouverte. Ils avaient fait une animation, comment ça s'appelle, une animation BD, en fait, pour pouvoir bénéficier d'une ouverture exceptionnelle qu'ils avaient eue. Donc c'était légal. Et j'ai eu le directeur de la FNAC qui m'a dit, voilà, il y a 2 ans, quand on s'est installé à Bercy Village, il y avait la promesse que ça deviendrait zone commerciale. Et donc nous, on a dimensionné notre boutique sur cette promesse. Et j'ai rencontré des salariés, il y avait plein d'étudiants. Pourquoi? Parce que les étudiants qui ont besoin de bosser pour travailler, est-ce qu'ils préfèrent bosser payé double le dimanche ou bosser avec des horaires décalés en semaine? Ben non, ils préfèrent bosser le dimanche, c'est évident. Ça fait 2 ans que le dossier est prêt. Il attend plus que la signature, et la signature ne vient pas. Et elle ne vient pas pour des raisons internes à la majorité socialiste, parce que finalement, ils disent qu'ils sont d'accord, mais dans le fond, ils ne sont pas d'accord. En tout cas, il y en a une partie qui ne voudront jamais. Je propose, et ça peut être fait vraiment très vite, je propose qu'on étende les zones touristiques existantes à Paris, et qu'on crée de nouvelles zones d'ouverture le dimanche, soit en périmètre touristique, soit en zone puce, en fonction des... Avec engagement de l'État signé sur un certain nombre d'années, parce que ce qui est intéressant... C'est pas un engagement de l'État, c'est un engagement du maire. C'est le maire qui décide à Paris. Ça suffit, oui, c'est tout. Mais ça suffit. Alors, engagement, tu tu signes. Ah bah oui, Tu sais quand ça s'arrête. ça se voit, je suis pour, je veux dire, je le dis. Oui, mais ça, vraiment beaucoup. La parole de l'État, pour nous, est terrible parce que tu viens de le dire exactement. Nous nous engageons sur des propositions, sur un projet, sur une capacité, nous nous engageons avec des heures sub défiscalisées et qui, le gouvernement d'après, les supprime. Et donc, nous n'avons plus aucune stabilité. Et les entreprises de Paris, voilà, alors il y a peut-être quelques éléments ou quelques domaines où le maire peut assurer une stabilité, mais il faut le faire. Hein, parce qu'on n'y croit plus, on ne croit plus à rien. Mais il faut le faire, et il faut que ce soit moi, je propose d'en faire une part de la communication sur la ville. Aujourd'hui, vous parlez avec les taxis, ils vous disent qu'ils ont des touristes qui leur demandent désespérément le dimanche où est-ce que je peux aller pour acheter, pour trouver une boutique ouverte. Vous allez à Montaigne, vous voyez les Chinois, c'est beaucoup les Chinois qui errent en cherchant une boutique ouverte. J'en ai discuté avec les présidents du comité des rues du luxe, la rue Montaigne, la rue du Faubourg Saint-Honoré. Ils nous disent, nous, notre clientèle, c'est 60 à 70% des touristes. Donc, si c'est fermé, ils vont aller acheter ailleurs. Ce n'est pas des gens qui vont acheter en semaine plutôt que d'acheter le dimanche. C'est ces gens-là qui partent à Londres faire leur shopping le dimanche. Ils me disent, ces présidents des comités du luxe, on peut créer, ça crée chez nous 5000 emplois. C'est 5000 emplois la différence. Moi, ce que je propose pour finir sur cette séquence-là, c'est donc qu'on étende la zone centrale d'ouverture de commerce le dimanche aux rues du luxe. Qu'on crée des nouvelles zones sur les grands magasins, les grands boulevards, Bercy Village et le centre commercial du Palais des Congrès. C'est vraiment débile de fermer le centre commercial du Palais des Congrès le dimanche. Et dernière série, et rien que ça, ça crée 10 000 emplois. Et puis il y a une dernière série sur laquelle je veux qu'on réfléchisse, c'est une zone dans le 13e et une zone dans le nord-est, peut-être du côté du canal de l'Ourcq. Là, c'est plus autour d'une forme de tourisme de charme qu'on fait quand il y a d'activités et quand il y a des boutiques, mais on est plus sur un style marais et boutique de création. Moi, je pense que rien avec ça, on envoie le message que Paris change. C'est évidemment pas la seule mesure à prendre pour les entreprises, mais je suis sûre qu'on va y arriver. C'est très important, mais alors, objection, donc ça, tu pourrais le faire toute seule, peu importe le gouvernement actuel. Ah oui, mais ça, c'est dans la loi. Donc, ce qui explique que Sarkozy n'est pas réussi du tout à faire changer les choses. Ah bah sur Paris, la loi Maillet de 2009 sur l'ouverture des commerces le dimanche, elle a bien des vices, on est d'accord, et notamment dans son application, la façon dont on a différencié entre les magasins d'ameublement et les magasins de bricolage. C'est vrai qu'on comprend que les chefs d'entreprise s'arrachent les cheveux, quoi, parce que quand les gens vendent la même chose, parce qu'ils sont dans une classification administrative différente, ne pas leur donner les mêmes autorisations administratives,
c'est vraiment... Et il n'empêche que nous, patrons, avons honte du patron qui, comme il n'a pas pu ouvrir, est allé porter plainte pour que les autres ferment. Parce que c'est quand même cette histoire qui est, disons-le, à un patron qui n'a pas pu ouvrir, qui a dit bon, bah d'accord, bah, puisque j'y arrive pas, les autres fermeront tous. Bravo, c'est pas terrible non plus. Hein, mais il est engagé dans la concurrence. Mais non, c'est la loi, enfin c'est la loi à l'origine. Honnêtement, et on a notre part de responsabilité. Ce problème de différence entre magasin d'ameublement et magasin de bricolage est débile. Mais la loi prévoit que dans les grandes métropoles, c'est le maire qui décide. Le maire peut décider de faire l'ouverture des commerces le dimanche autour de 2 types de périmètres. Ce qu'on appelle un périmètre touristique. Et pour ça, il faut montrer qu'il y a beaucoup de demandes touristiques, donc les Champs-Élysées, et ceux qu'on appelle les périmètres puces, périmètres d'usage et de consommation exceptionnels. Là, dans les séries de périmètres que je vous ai cités, il y en a qui sont du périmètre touristique, et il y en a qui ont plutôt vocation à être du périmètre puce. Par exemple, Bercy Village, vous n'avez pas beaucoup de touristes, donc si on monte un dossier pour tourisme, ça peut être attaqué, alors qu'en périmètre puce, c'est un centre commercial, il y a tout ce qu'il faut, il y a des restaurants, il y a tout ce qu'il faut, et d'ailleurs, le dossier est prêt. Les salariés et les représentants des salariés sont demandeurs. Le dossier de Bercy Village, il n'y a plus qu'à le signer, il est prêt. Le dossier des grands magasins, il est prêt. Et les salariés sont d'accord. Alors, quand c'est pour passer en zone puce, les salariés sont encore plus d'accord parce que la zone puce, elle est réglementée, c'est salaire double et repos compensateur. La zone touristique est moins avantageuse pour les salariés, mais enfin, quand on dit mais il y a un problème, c'est pas sur la base du volontariat. Ce que disent toutes les entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles ont beaucoup plus de demandes de travail le dimanche que de possibilités. Et que le volontariat, il est, non seulement il faut le garantir et s'en assurer, mais de toute façon aujourd'hui, il est de fait, parce qu'il y a eu telle demande pour un travail le dimanche, qu'il n'y a pas de doute sur la question. Et ça se fait vraiment très bien. Est-ce que la mairie aurait le pouvoir de faire, il y a 70% du dernier sondage des franciliens qui veulent l'ouverture le dimanche, donc on est tranquille, mais est-ce que la mairie, par exemple, est-ce qu'on aurait possibilité de faire un sondage auprès des Parisiens? On peut, mais moi je te fais sondage, hein. Tu viens avec moi à une sortie de métro, tu vas voir la réaction des gens. Alors, il y a un autre sujet qui, attention, n'est pas le même juridiquement que celui du travail le dimanche, qui est le travail le soir. Oui. L'affaire du Sephora et l'affaire des Monoprix. Ça, c'est dans la loi. Donc ça, il faut changer la loi. Et on a proposé avec un certain nombre de collègues de changer la loi. Moi, je trouverais normal, par exemple, que dans les périmètres, les zones touristiques, on ait automatiquement l'autorisation du travail de nuit, parce que si c'est zones touristiques, c'est que vous avez un type d'affluence et un type de fréquentation qui va venir assez logiquement avec une fréquentation de nuit. Le Sephora après 21h, c'est parce qu'il y a du monde sur les Champs-Élysées, c'est parce que les Champs-Élysées sont une attraction, notamment une attraction touristique. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'idéologie qu'il y a derrière, parce que Karine Berger disait l'autre jour, c'est incroyable qu'on ne puisse pas attendre le lendemain au lieu d'acheter un rouge à lèvres à 10h du soir. Je trouve cette réflexion hallucinante parce que ça veut dire que la CGT choisit le moment où je vais acheter mon rouge à lèvres. Mais parce que donc, c'est cette suppression de liberté qui est... J'aime beaucoup Karine Berger, on était en Massup à Louis Grand ensemble. Mais plus souvent, hein. Mais surtout, c'est méconnaissance. Et donc on a fait marketing ni l'une ni l'autre. Voilà, on a fait la même école. Mais n'empêche que on n'a pas besoin d'avoir fait du marketing pour savoir que c'est une méconnaissance de ce que c'est l'acte d'achat. Voilà, il y a une invention. Tu n'achètes pas forcément un rouge à lèvres parce que tu as besoin urgemment d'avoir un rouge à lèvres. Tu achètes un rouge à lèvres parce que tu as envie d'acheter un rouge à lèvres. Parce que tu sors du cinéma où tu as vu une actrice magnifique qui avait un rouge à lèvres incroyable et tu veux le même ou celui qui ressemble. Et c'est comme ça que ça se passe au Sephora des Champs-Élysées. C'est vrai qu'on a rarement un besoin urgent de s'acheter une crème. Mais c'est un besoin intime, c'est autre chose. Et peut-être que le lendemain, et très probablement même le lendemain, on l'aura plus. Je voudrais juste vous dire un mot aussi d'un argument sur l'ouverture du Sephora à 21h. L'argument du voisinage. Ah, le voisinage. Alors, je vais vous faire une révélation. Moi, j'ai fait une enquête. Combien de personnes habitent sur les Champs-Élysées? Il y en a 3. Il y en a 3. Vous y êtes? À côté, c'est pas pareil. Adresse personnelle sur les Champs-Élysées. Moi, j'en ai trouvé 3. Il y en a un qui a pris comme compte Twitter, c'est Christophe Baguet, @Monsieur Champs-Élysées. Donc lui, il a pris carrément le compte Twitter. Et puis, moi, j'ai trouvé 2 autres étrangers. Alors peut-être que tu en as un en plus. Enfin, parce que effectivement, les rues, il y a les... Ah non, mais les rues sur le côté. Ah non, les rues sur le côté, je parle d'adresse sur les Champs-Élysées. Donc, ça va, quoi, le voisinage.
ça va aller, on va pouvoir gérer, je pense. Donc il faut arrêter avec des arguments débiles. S'ils ne veulent pas pour des raisons idéologiques, ils nous disent qu'ils ne veulent pas pour des raisons idéologiques. Mais ils ne nous disent pas que c'est pour le voisinage. Alors j'en profite quand même, parce que c'est important, c'est la 10e année de la fête des entreprises J'aime ma boîte. Si vous allez dans le métro, je me suis assise sur les quais du métro en train de regarder mon affiche. Ça a l'air de rien, mais il me semblait, et j'ai depuis des années demandé à la mairie de Paris d'être partenaire. Je trouve que faire la fête des entreprises de Paris, c'était quelque chose de génial. Donc au passage, ça a effectivement pas été accepté, bien qu'on ait droit à un affichage. Et je te suggère que le jeudi 17 octobre, tu souhaites une bonne fête à toutes les entreprises de Paris. Ça me paraît nécessaire. Tu sais, je le fais tous les ans. Oui, attends, je t'ai tweeté tous les ans. T'es gonflé? Oui, mais il faut un peu plus cette année. Et je pense que c'est très important parce qu'il y a un nombre de sièges à Paris phénoménal, que nous subissons des dommages terribles, que ce soit, et là il y a des problèmes spécifiques, et je vais demander dans 5 minutes à Charles de nous dire un peu ce qu'on vit tous. Il a fait toute la liste de ce que nous subissons. Et alors, est-ce que là, comment se fait le changement? Parce que je veux dire qu'on est assez découragé de voir, tiens, exemple bête, alors là on tombe dans le quotidien, la propreté des rues. Ma rue est dégoûtante. Tous les chiens du quartier, etc. Et je regarde, il y a le nombre de balayeurs qu'il faut. Il y a des balayeurs qui sont là et qui sont appuyés sur leur balai. Et qui, objectivement, bon, c'est peut-être que dans ma rue, et je ne jette pas du tout l'opprobre et je ne stigmatise pas le balayeur. Mais franchement, il n'y a pas d'efficacité du tout. Je me demandais qui les manageait, qui disait qu'ils soient là à telle heure, est-ce qu'il y avait un peu d'initiative, de vérification. Il y a eu un truc qui a été très bien fait, ça a été le changement des poubelles, qui à un moment donné, il y a longtemps déjà, a vécu une modernisation importante. Et je me demande comment, quand on arrive, alors, en tant que chef d'entreprise, tu arrives à la mairie de Paris, avec toutes les habitudes qu'il y a, des fonctionnaires que tu ne changeras pas, qui sont là depuis toujours et qui se disent, bon ben, eux, ils sont là pour la vie, toi pas. Donc comment est-ce qu'on redonne une énergie? Nous, quand on reprend une boîte, ben, on peut licencier, on peut motiver, on peut payer plus, on peut changer ce qui se passe. Et donc, je suis un peu désespérée. Comment tu changes la mairie de Paris? Comment tu redonnes une dynamique entrepreneuriale? D'abord, je vais déprimer un peu plus sur les balayeurs. Ça marche pas du tout. Ah. C'est un des sujets. Moi, je fais une campagne qui est vraiment, c'est du porte-à-porte de la sortie métro, je crois qu'à ça. La sortie métro, dans tous les arrondissements, tout le monde se plaint de la propreté, avec une particularité, c'est que chacun pense que les autres sont mieux lotis que soi-même. Alors vous allez dans l'Est, ils disent ouais, c'est sûr, les balayeuses, c'est comme pour les quartiers chics, c'est dans le 16e. Vous allez dans le 16e, ils vous disent non, parce qu'on est droit, de toute façon, ils ont mis toutes les balayeuses dans le 16e. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un problème. Comme creuser un peu, le problème est le suivant. D'abord, il faut les appels d'offres. C'est pas la mairie d'arrondissement qui est responsable, c'est la ville. Mais c'est géré arrondissement par arrondissement. Il y a un appel d'offres passé par arrondissement. Alors, pour des raisons, ils ont voulu faire moitié-moitié entre secteur privé et secteur public. Donc vous avez la moitié en secteur privé, la moitié en secteur public, et ça fait des taches de léopard dans Paris. Donc, en limite d'arrondissement, vous avez des problèmes de recouvrement de compétences, vous avez des problèmes de compatibilité de matériel. Bref, c'est pas, et ça derrière, il y avait un problème idéologique de savoir si on passait ou pas entièrement en régie comme ils l'ont fait pour l'eau. Enfin, ça n'a pas été vraiment optimisé. Ça n'a pas été optimisé non plus sur le personnel. Récemment, il y a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes sur l'absentéisme à la ville de Paris. La ville de Paris est championne de France des collectivités territoriales de l'absentéisme, ce qui n'est pas peu dire parce que c'est quand même une assez grande spécialité des collectivités territoriales. Ça coûte par année 200 millions d'euros aux contribuables parisiens. Donc c'est 200 millions. L'absentéisme, hein, c'est pas les absences justifiées, on est bien d'accord. Donc c'est 200 millions d'euros d'équivalent absence non justifiée. Le service dans lequel l'absentéisme est plus important, c'est le service propreté. Chez les éboueurs, c'est 17%. 17% d'absentéisme, on est bien d'accord, ça vient en plus de tous les arrêts de travail, tout ça, c'est juste le non justifié, c'est en fait énorme. Il n'y a pas eu de management. Il n'y a pas eu de management, il n'y a pas eu d'organisation. En fait, c'est vraiment un sujet qui n'a pas été traité, tout simplement. Indépendamment de toute considération politique, je veux dire, balayer une rue, ça va, c'est pas droite ou de gauche, mais ça n'a pas été traité. Ça n'a pas été traité en termes d'organisation. La propreté, c'est aussi la sanction vis-à-vis des gens qui salissent.
Aujourd'hui, vous avez un service qui est en charge de la sanction, qui s'appelle le CAPP. Il y a 86 inspecteurs. Bon, ils sont tous dans le 14e, ce qui est une chance pour le 14e peut-être, sauf que quand il y a un problème dans le 18e, ils traversent Paris en camionnette. Vous savez que les camionnettes de la ville de Paris n'ont pas le droit de prendre les couloirs de bus. Ce qui est un peu dommage, moi je trouve, parce que les gens qui sont dedans sont quand même payés par nos impôts, donc ce serait sympa s'ils ne passaient pas 3/4 d'heure dans les embouteillages. Ils mettent 3/4 d'heure pour aller dans le 18e, ils mettront 3/4 d'heure pour revenir. Si vous regardez la productivité de ce service, vous avez en moyenne un PV par inspecteur et par jour. C'est pas chaud, un PV par inspecteur et par jour. Et si vous regardez le détail des PV, les PV portent quasi exclusivement sur des personnes morales. En fait, sur des restaurateurs avec des problèmes de poubelle de restaurateurs. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire le PV sur une personne morale sans la voir en face. Alors que sur une personne physique, il faut lui demander son identité, éventuellement la personne refuse, ça crée quelque chose de conflictuel. Et de toute façon, la politique de la ville, ça a été de dire on incite les personnes physiques à se conduire bien en termes de propreté, mais on fait que de l'incitatif, on ne fait pas de la sanction. Bon, sans rentrer dans le tout répressif comme disait l'autre, je pense tout simplement qu'il faut aussi un peu savoir ce qu'on veut. Et là, il y a un travail de réorganisation et quelques changements de message à opérer. Bon, voilà pour la propreté. Mais je voudrais élargir le sujet et bien sûr la question finalement, qu'est-ce qu'on peut changer? C'est vrai que dans une ville, vous devez travailler avec le statut de la fonction publique territoriale, qui est un des statuts les plus protecteurs, les plus complexes aussi, et que vous ne changez pas les choses comme ça du jour au lendemain, aussi facilement que dans une entreprise, à supposer que ce soit facile dans une entreprise, parce que là vous devez travailler avec l'inspection du travail, mais pour plus d'informations vous en parlerez avec ma concurrente, parce que moi l'inspection du travail c'est pas mon truc. Mais vous devez travailler avec l'existant. Et c'est vrai que moi je ne peux pas vous dire du jour au lendemain, on va tout restructurer, ça se fait dans la durée. Ça se fait dans la durée parce que vous avez des fonctionnaires qui sont là, vous ne pouvez pas sortir tout le monde. En revanche, il faut avoir une vision très précise d'où on veut arriver, et à chaque fois qu'il y a un départ en retraite ou qu'il y a un choix à faire, mettre en œuvre. C'est comme ça qu'on transforme une administration. Et moi j'ai une vision qui est franchement assez orthogonale avec celle des sortants. En matière d'administration, ils ont augmenté de 25% le nombre de fonctionnaires. Il y avait 40 000 fonctionnaires en 2001, aujourd'hui il y en a plus de 50 000. Quand vous leur faites remarquer, ils vous disent c'est parce qu'on a fait plein d'investissements et on a créé de nouvelles fonctions. Sur les investissements, c'est pas vrai. Vous prenez les comptes de la ville de Paris, les investissements ont baissé 12,6% entre 2008 et 2013. Donc vous avez bien eu une augmentation des impôts, une multiplication par 4 de la dette, mais vous avez eu une baisse des investissements. Ce qui a augmenté, c'est les frais de fonctionnement. Avec ces personnels. Attends, avec ces personnels. Et si vous regardez les 10 000 fonctionnaires nouveaux qui ont été embauchés, il n'y en a que 2200 qui correspondent à de nouvelles missions. Les autres, c'est beaucoup du dédoublement de fonctions d'encadrement intermédiaire. Je ne sais pas si on a voulu mettre des commissaires politiques partout, mais on a dédoublé les fonctions d'encadrement intermédiaire. On l'a fait sans maîtriser en aucune manière les frais généraux, ce qu'on appelle le train de vie de la municipalité, c'est-à-dire les charges à caractère courant en termes budgétaires. Elles sont passées de 533 à 705 millions d'euros par an. Pour des choses qui sont, pour certaines, franchement critiquables. Le fait qu'il y ait 36 adjoints aujourd'hui à la ville de Paris. Moi, je suis candidate à la ville de Paris. Je ne peux pas vous donner le nom de tous les adjoints et les fonctions de tous les adjoints. J'y arrive pas. Je ne sais pas faire. Je ne les connais pas. Il y en a 36. Vous ne les connaissez pas. Je vais vous raconter un truc qui va vous déprimer. L'autre jour, je faisais le lancement de la technoparade. Alors, parce qu'on se monte partout. J'étais à la technoparade. Il y avait Jack Lang qui était là. C'est lui qui a créé la technoparade. On était derrière une banderole tous les deux. Il y a un type qui arrive. Vous sortez pas ça. C'est disgracieux pour le type, mais c'est vrai. Il y a un type qui arrive, il était charmant, il était vraiment sympathique. Il s'excuse 12 fois par phrase, je suis désolé, je suis en retard, je suis confus, je suis extrêmement, vous ne me connaissez pas, vous avez raison, d'ailleurs personne ne me connaît. Voilà, je me présente, je suis adjoint au maire de Paris. Il me dit son nom, il me dit ses fonctions, et là j'ai pas compris quoi. Ça coûte un cabinet d'adjoint au maire de Paris en moyenne 500 000 euros par an. Le moins cher est à 330 000 euros, le plus cher hors première adjointe est à 660 000 euros. Je dis hors première adjointe parce qu'on a demandé le coût il y a plusieurs mois et on ne l'a toujours pas. C'est pas possible. Mais tu peux pas le supprimer ça? Supprimer un certain adjoint, si ça tu peux du jour au lendemain. Parce que dans le cabinet, moi je me suis engagée à avoir pas plus de 20 adjoints. Il faut aussi, c'est des choses symboliques, mais aujourd'hui vous comprenez, il y a 75 chauffeurs et 68 voitures pour les élus et les cadres, l'encadrement supérieur. On ne peut pas demander aux Parisiens de réduire la place de la voiture
et d'avoir 75 chauffeurs et 68 Est-ce voitures. que tu fais les 75 chauffeurs? Non, mais ça vient très vite avec du non-renouvellement de départ à la retraite. Ça vient très vite. Ouais. Et ce qu'il faut, pour finir sur ce sujet-là, c'est de donner un objectif, une administration cible avec des priorités, et à chaque fois qu'il y a une marge du genre départ à la retraite, ou la possibilité de faire des reconversions, on le fait. Donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est vrai, parce qu'il y a une administration et elle a ses lourdeurs, mais si vous avez une orientation stratégique claire, dans la durée, vous réussissez à le mettre en œuvre. Je vous donne juste, en matière de priorité, un chiffre à retenir. Plus de 25% d'agents de la ville de Paris entre 2001 et 2012, moins 13% du corps des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, qui sont ceux qui peuvent mener les missions de sécurité, les ISVP, les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris. Il y a 15 ans, les gens que vous allez voir de partout en France au moment des lancements des polices municipales, parce qu'ils étaient considérés comme exemplaires, c'était un modèle. Aujourd'hui, la gauche n'a pas recruté, donc moyenne d'âge 48 ans, ce qui dans un corps de sécurité est embêtant. Et comme ils sont de moins en moins nombreux, on les cantonne dans les parcs et jardins. Donc ils font le travail de sécurisation des parcs et jardins, mais vous ne les voyez pas, vous ne les voyez plus sur la voie publique. On voit où sont les priorités, plus 25% d'un côté, moins 15% de l'autre. Voilà, moi j'ai pas les priorités. Et on arrive à, par exemple, changer les fonctions des gens. Je veux dire, un chauffeur avec une formation, je dis n'importe quoi, il peut, gardien de soi, enfin on arrive à changer. Est-ce que pouvoir dans l'administration on arrive d'autant mieux que, d'abord, on leur offre vraiment des perspectives. En fait, la gauche a l'image de bien... La gauche a l'image d'être sociale parce qu'on a bien voulu la lui laisser, mais le maire de Paris s'entend très très mal aujourd'hui avec les syndicats et les relations avec les fonctionnaires, notamment catégorie C, sont très mauvaises. Ça fait 2 ans qu'il ne va plus à ses propres vœux au personnel. Le maire depuis 2 ans, c'est fait à Bercy, je crois, le maire depuis 2 ans ne va plus aux vœux à ses personnels. Parce que la dernière fois qu'il y est allé, il s'est fait huer. Donc depuis, il enregistre un message vidéo qui se fait d'ailleurs huer aussi, mais bon là c'est sur message vidéo donc c'est moins grave, et il envoie à son adjointe. Voilà, rien qu'en travaillant, en renouant, en donnant une perspective, en faisant du management. C'est d'accord. Moi, d'accord. Le social et le management, c'est pas la même chose. Et dans une ville, dans une administration, c'est pas non plus antinomique, c'est pas antinomique. Ils n'ont pas fait de management et du coup le social ne correspond à rien et désespère les gens. Avant que Charles nous dise ce qu'il compte faire et voir ce que tu peux faire, est-ce que par exemple Paris-Plage, je dis ça parce que voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu garderais? Je dis, en fait je m'en fous. C'est-à-dire que Paris-Plage... moyen. Non, mais attends. Ils voudraient, eux, que la campagne tourne autour de la question de savoir si on va garder Paris-Plage ou les berges de Seine. Les berges de Seine, je pense qu'il fallait faire autrement. Et Paris-Plage, moi je trouve que ça attire surtout les touristes et les banlieusards et que quand on dépense de l'argent, on doit se poser la question de savoir qui en a le plus besoin. Les enfants de Paris qui partent pas en vacances, ils vont pas à Paris-Plage. Donc j'ai plutôt envie de redéployer et de redéployer sur des activités d'été, mais qui correspondent mieux aux vrais besoins. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je ne vais pas faire campagne là-dessus à déchirer sur Paris-Plage, parce que ça c'est leur jeu. Ils disent, est-ce que vous avez aimé Paris-Plage? Oui, non. Est-ce que vous avez aimé la Nuit Blanche? Oui, non. Mais oui, non. C'est presque une question de goût. Le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que Paris, dans 10 ans, ce sera encore Paris? Et c'est pas Paris-Plage ou la Nuit Blanche qui vont faire la différence, c'est vous qui allez faire la différence en créant de l'activité et en étant, je vous dis, la ville où on vient pour réussir. Alors, et ça, c'est juste la seule chose, et Charles va nous donner ses points, la seule chose qui nous intéresse, et moi, en tant que libérale, c'est que, ok, mettons qu'il y ait Paris-Plage. Dans ces cas-là, on le confie à une boîte d'événementiel spécialisée dans l'organisation, qui voit si c'est rentable. On déléguer la fonction publique, c'est possible. Ce qui est navrant, c'est que ce soit l'État qui fasse ce genre de choses. C'est totalement délégué à l'extérieur. Alors, c'est vrai et possible, en plus sur certains types d'équipements, très vite. De partenariat avec le privé, sur lequel la ville, alors vraiment pour des raisons idéologiques, n'a pas voulu passer de partenariat et prive du coup les Parisiens d'un certain nombre d'opportunités. Juste un exemple, les crèches. La ville dit, et c'est vrai, qu'ils ont créé des places en crèche publique, c'est vrai, moins que ce qu'ils disent, mais c'est vrai qu'il y en a. Mais le problème, c'est qu'ils s'interdisent absolument tout partenariat avec le privé. Donc, par exemple, les crèches d'entreprise mises avec des horaires étendus, qui sont vachement pratiques quand on travaille, et ben c'est non. Parce que pour ça, il faut pactiser avec l'horrible secteur privé. Donc voilà, je crois que c'est des positionnements idéologiques sur lesquels il faut qui sont d'ailleurs nationaux.
Charles, dis-nous ce que tu veux. C'est très vrai ce que Nathalie vient de dire. Je pense qu'un des clivages importants dans cette campagne, ce sera ce dogmatisme que la majorité actuelle à Paris a vis-à-vis du secteur privé et qui est imposé en fait par cette coalition socialiste verte, parce que c'est des verts très à gauche en fait, c'est comme on le dit, c'est des verts pastèques, verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, et qui ont bloqué plein de choses, notamment la construction de parking depuis quasiment 12 ans, les partenariats avec les opérateurs privés des crèches, et il y a beaucoup d'autres exemples, et ils sont totalement dogmatiques. Et il est clair que tu ne le seras pas, au contraire, tu seras très pragmatique. Donc moi, écoutez, je me présente comme Charles Deguelet, je suis chef d'entreprise.